Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 octobre pour vous accompagner pendant une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement que nous vous proposons chaque matin avec les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les matins. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant la matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il s'agit tout simplement du WhatsApp de la matinale. N'hésitez pas à nous indiquer quel temps fait-il en Vendée de votre côté ce matin ou bien à répondre à la question du jour que nous évoquerons tout à l'heure. On commence en jetant un rapide coup d'œil à la météo de ce mercredi 15 octobre en Vendée. Et vous le voyez avec cette carte qui s'affiche, le soleil brille ce matin en Vendée. Du côté des températures, 9 degrés sont attendus dans l'est de la Vendée, 10 degrés sur le littoral pour ce matin au réveil. Et puis si nous jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi, eh bien vous allez le voir, pas de surprise, c'est une continuité, pas de nuages à l'horizon et un grand soleil qui brillera une nouvelle fois. Du côté du Mercure, il grimpe jusqu'à 18 degrés dans le bocage et sur la partie est de la Vendée et il montera jusqu'à 20 degrés pour le littoral. Justement, prenons la direction du littoral pour jeter un coup d'œil au marais du jour. Et vous le voyez, direction Beauvoir-sur-Mer et Le Gois, où la marée basse était prévue ce matin à 6h21. Une prochaine pleine mer vous attend aux alentours de 13h45. Vous avez donc le temps petit à petit de voir l'océan remonter jusqu'à 13h45. Prochaine basse mer prévue en fin de journée à 19h11. Et puis du côté de la Tranche-sur-Mer, la prochaine pleine mer est prévue à 13h52. Prochaine basse mer à 18h47. Les coefficients en Vendée aujourd'hui, 43. Un mot des chantiers du jour également. Jetons un rapide coup d'œil aux différents chantiers qui ont lieu en ce moment. Les travaux qui ont lieu sur nos routes vendéennes, direction Esnay et la D948 et la création d'une voie pour éviter le rond-point de la forêt à l'entrée d'Esnay. 2 bretelles sont également créées. Des travaux qui devraient être livrés pour le 31 octobre prochain. Direction également Talmont-Saint-Hilaire et la D21, direction Grosbreuil, toujours fermée. Une déviation est donc en place. Fin des travaux prévus pour la première semaine du mois de novembre. En ce mercredi 15 octobre, le soleil s'est levé ce matin aux alentours de 8h24 et le soleil se couchera à 19h18. Nous perdons donc 4 minutes d'ensoleillement. Nous fêtons aujourd'hui les Thérèses, alors bonne fête à toutes les Thérèses de votre entourage. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. L'air que nous respirons en Vendée est-il de bonne qualité? C'est la question à laquelle nous avons souhaité répondre à l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air qui avait lieu hier. Et pour en savoir plus, direction Nantes et le siège d'Air Pays de la Loire pour connaître les dernières tendances. L'association observatrice de ces données peut compter sur une trentaine de stations d'analyse réparties sur l'ensemble du département vendéen. Un reportage signé Louise Ménoury. Ici, on va retrouver des analyseurs pour mesurer les gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère. Donc, on va par exemple mesurer les dioxydes de soufre, des dioxydes d'azote. Évaluer la qualité de l'air dans les Pays de la Loire, c'est le travail de Vincent. En Vendée, ce sont 2 stations qui mesurent les quantités de polluants. L'une est située à La Roche-sur-Yon, la seconde est à La Tardière et elle remplit une mission particulière. En fait, c'est une station qui est intégrée dans le dispositif MERA. Donc, le dispositif MERA, c'est des super stations. Donc, on en retrouve sur le territoire français de mémoire 6 ou 7. Et donc, nous, on a la chance d'en avoir une dans notre région. Et du coup, c'est une station où il y a un peu plus d'équipement que sur des stations classiques. On va mesurer de l'ozone, on va mesurer des dioxydes d'azote, du NH3, des particules fines également. Et on va également faire des prélèvements d'eau de pluie. Et ces prélèvements d'eau de pluie, dans certains cas, on les envoie au laboratoire pour analyser leur composition. Sur ces 20 dernières années, les taux de pollution ont révélé une tendance globale plutôt stable sur le département. On voit qu'on a certains polluants comme le benzène, comme le dioxyde d'azote, qui vont être liés notamment au trafic routier, qui sont en baisse.
Donc c'est plutôt des bons indicateurs. Après, on a d'autres polluants comme l'ozone, pour lequel ça évolue moins dans le temps. On a plutôt des niveaux qui stagnent. Mais comme l'ozone, c'est un polluant qui se forme surtout au moment des fortes chaleurs et des canicules, le fait qu'il stagne est plutôt rassurant, parce que les canicules augmentent et ça n'augmente pas. Malgré une bonne qualité de l'air en Vendée, certains seuils de concentration recommandés par l'OMS sont dépassés, notamment pour les microparticules. Si on baissait les niveaux, par exemple, de particules fines, jusqu'à respecter ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, dans la région des Pays de la Loire, on pourrait éviter chaque année 1400 nouveaux cas d'asthme chez l'enfant. Depuis le début de l'année 2025, on compte 81 jours en Vendée, durant lesquels la qualité de l'air était dégradée ou mauvaise. Et direction Chaland désormais, où une vingtaine de manifestants se sont rassemblés devant la résidence Marie et Albert Guillonneau. Sous l'impulsion du syndicat Force ouvrière, les salariés présents ont fait état d'une situation critique pour le bon fonctionnement de l'établissement chalandais, pointant notamment du doigt le manque de moyens humains, entraînant ainsi une dégradation de l'accompagnement des résidents et un épuisement pour les salariés. Présente sur place, la sous-direction s'est dite surprise par cette manifestation et n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. On n'est que 2 au lieu de 3 sur le service et qu'en fait, il n'y a pas assez de moyens personnels et que les résidents ne sont pas traités comme il faut en fait. On n'est pas entendu entre la direction et les élus. Ça fait 2 ans qu'on participe à des réunions tous les 2 mois et il n'y a rien qui bouge. On a beaucoup d'arrêts, on a 11 arrêts actuellement, on a 25 démissions et lors d'aujourd'hui, le personnel est épuisé et les résidents et les familles sont mécontents. Le matin, quand les filles arrivent à l'EHPAD et que se rendent compte qu'il y a encore des sous-effectifs, c'est encore se dire comment est-ce que là, à l'instant T, on s'organise, quels vont être les choix qu'on va faire sur la journée, qu'est-ce qu'on va prioriser sur d'autres tâches, parce que c'est aussi des choix qui sont malheureux à faire sur une journée. Donc, et c'est forcément des incidences qui vont être sur les résidents après, sur la fin de la journée. En ces 2 ans, il n'y a jamais rien eu de probant de proposé. Donc un peu un dialogue de sourds, en fait, histoire juste de prendre les doléances, mais jamais rien de concret n'arrive. Et donc aujourd'hui, c'est le résultat de cette colère qui veut être manifestée pour qu'il y ait des choses concrètes à l'avenir. Et dans le cadre d'un mouvement pour soutenir l'accompagnement des personnes âgées, une mobilisation nationale portée par la DMR et la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et de services pour personnes âgées sera organisée demain, jeudi, de 15h à 16h30. En attendant, dès aujourd'hui, un rassemblement puis une réunion d'échange entre professionnels, familles et élus est prévue à Pouzauges au sein de la résidence Les Collines. Si vous étiez en balade près des falaises de l'Île-Dieu ce lundi, vous avez peut-être aperçu une équipe du SDIS 85 en pleine opération. Il s'agissait en fait d'un exercice réalisé par l'équipe spécialisée dans le secours en milieu périlleux. Un entraînement de 2 jours intensifs pour l'équipe composée de 25 pompiers professionnels. Le choix de l'Île-Dieu n'est donc pas anodin puisqu'il permet avant tout de se familiariser à un environnement atypique. Alors les risques, quels sont-ils? C'est principalement lié à la présence des falaises, à la hauteur, puisque notre équipe est spécialisée dans les interventions techniques qui nécessitent l'emploi de cordes. Ce sont un peu les cordistes des pompiers. Et nous intervenons en renfort des sapeurs-pompiers, je dirais, classiques, qui, lorsqu'ils sont dépassés par leurs moyens ou par le risque, donc font appel à notre équipe spécialisée pour venir prendre en charge, par exemple, des personnes qui seraient tombées au pied des falaises de l'Île-Dieu, par exemple. Ou encore, ce soir, nous allons faire un exercice également sur le grand phare, avec une victime prise de malaise en haut du phare. Nous faisons en moyenne entre 15 et 20 interventions par an sur le territoire de la Vendée. Et donc, cela nécessite une dizaine d'entraînements minimum pour chacun des spécialistes de cette unité. Et donc, l'Île-Dieu, pour nous, c'est une belle opportunité de venir reconnaître les sites et pour être le plus performant possible le jour où nos collègues de l'Île-Dieu auront besoin de notre concours. L'association AP10 85 organisait cette semaine la 4e édition vendéenne de la journée nationale de sensibilisation des dyslexie, dysphasie, dyspraxie ou encore dyscalculie, un événement consacré aux troubles du neurodéveloppement qui concerne près de 10% de la population, soit près de 70 000 personnes en Vendée. Plusieurs partenaires, associations et services de scolarité étaient ainsi présents pour accueillir familles, enseignants ou encore professionnels de la santé.
On a toujours d'excellents retours des familles qui se sentent entendues, comprises, qui nous disent voilà, j'ai trouvé un espace où j'ai pu parler avec des gens en toute bienveillance, sans jugement. Ça, c'est très important. Et puis, ce qui est apprécié aussi, c'est le fait de cette gratuité. Toute notre journée est complètement ouverte à tous et gratuite. Et nous, c'est très très important qu'il y ait une grande accessibilité. Donc on a vraiment des très bons retours de gens qui ont pu mettre en place des choses à la maison, qui ont pu mettre en place des choses au quotidien. Puis surtout, c'est cet esprit d'équipe, de ne pas se sentir seul, de se dire j'ai rencontré d'autres parents qui vivent les mêmes choses que moi et des professionnels qui m'ont compris. On va simplifier le texte, on va mettre un son en lien avec une imagerie mentale. On va aussi y mettre des ponts phoniques qui vont permettre à l'enfant de pouvoir décoder le mot et on y ajoute des petits repères visuospatiaux. Il n'y a pas vraiment d'âge si vous voulez, on peut démarrer très bien à 6 ans, comme on peut les lire encore à 13-14 ans suivant le besoin que l'on en a. La collection Rire pour en rire, vous voyez si je prends celle-ci, même un adulte peut la lire en fait. Parce qu'on a toute la notion de ce qu'on va appeler l'implicite, le décodage de l'information, qui n'est pas si simple pour un enfant neuroatypique. Zoom pour terminer sur cette opération de sensibilisation à destination des conducteurs de poids lourds qui avait lieu récemment à Saint-Prouan dans les locaux de l'entreprise Transport Blanchard-Coutan. Pendant toute une journée, une centaine de conducteurs ont pu participer à plusieurs ateliers dont l'objectif était d'optimiser et d'améliorer leurs conditions de travail. Des rappels qui permettent des fois de sortir les conducteurs de situations périlleuses. Reportage Louise Viadger. Ensuite, il va avancer le camion environ de 1,50 m. Il est toujours bon de rappeler les bons gestes, surtout pour les conducteurs en déplacement plusieurs jours, comme Daniel. Il fait ce métier depuis plus de 35 ans. La chaussette donc pour la neige. J'ai eu cette occasion donc sur Clermont-Ferrand, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser ça donc pour monter un col. Et effectivement, comme dit donc le formateur, c'est simplement pour se dégager d'une situation, c'est-à-dire soit descendre un col ou alors il y a une route vraiment qui est vraiment sinueuse et il y a de la neige ou quoi que ce soit. Un peu plus loin, un autre atelier, l'analyse du comportement d'un conducteur sur la route. Au-delà de la consommation, c'est tout un tas de données chiffrées pour encourager à l'éco-conduite. Et on a un système qui nous permet d'analyser non seulement la consommation, mais aussi la partie régime, si vous voyez ici, ce qu'on appelle familièrement le camembert de freinage. Tout ce qui est frein moteur et le restant, c'est l'utilisation de la pédale de frein. Et on va pouvoir traduire les données chiffrées qu'on avait tout à l'heure en les positionnant sur des valeurs positives ou des valeurs qu'on pourrait faire évoluer. C'est la deuxième édition de cette journée sécurité et transport du groupe Duo. Une centaine de personnes y participent, des sédentaires mais aussi des conducteurs de poids lourds. Cohésion et sécurité sont donc les maîtres mots. Pour un conducteur routier, il y a beaucoup de risques parce qu'on est à la fois tout seul, on peut être dans des endroits isolés, on peut très bien livrer un particulier, une entreprise, donc on est confronté à de nombreux risques, que ce soit industriel, routier, on doit aussi respecter la réglementation, bien utiliser notre véhicule, bien remplir nos documents. C'est vraiment un métier qui demande un grand professionnalisme, une autonomie. Prochain rendez-vous l'année prochaine, le 16 octobre 2026 à Saint-Christophe du Ligneron. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose désormais de jeter un rapide coup d'œil à la météo du jour. Vous le voyez avec la carte qui s'affiche, c'est un soleil radieux qui vous attend dès ce matin en Vendée. 9 degrés sont attendus dans l'est du département, 10 degrés sur l'ensemble du littoral. Et puis si nous jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi, vous allez le voir, le mercure continue de grimper, 18 degrés dans les terres, jusqu'à 20 degrés dans l'ouest du département, avec un soleil qui brille toujours de mille feux. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. Voici donc la question que nous avons sélectionnée aujourd'hui. Elle est en lien avec l'actualité. Comment mieux accompagner les non-voyants dans leur quotidien ? La Journée mondiale de la vue avait lieu la semaine dernière avec notamment les portes ouvertes de l'association Valentin AUI à La Roche-sur-Yon. Alors selon vous, comment faire pour mieux accompagner les non-voyants ? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. On passe désormais au plus de l'info.
Un plus de l'info consacré ce mercredi 15 octobre aux 10 ans de la SIAP, la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Quelles sont ses missions? À qui bénéficie-t-elle? Les réponses dans ce plus de l'info. La SIAP signifie coopérative d'installation en agriculture paysanne. Alors comme son nom ne l'indique pas, c'est une association, loi 1901. C'est une forme coopérative au niveau de la région Pays de Loire, mais dans les 5 départements de la région, ce sont des associations. Leur raison d'être, c'est d'accompagner l'installation de porteurs de projets en agriculture paysanne, et notamment des jeunes qui proviennent d'autres professions, qui ont une autre expérience professionnelle, en gros qui ne sont pas nés avec l'agriculture et un tracteur dans les mains, et qui ont sans doute un peu plus de choses à expérimenter que leurs consoeurs ou confrères qui sont nés dans des familles d'agriculteurs. Voilà. Et donc notre travail, c'est d'accompagner ces gens-là avec 2 ou 3 outils. On commence par les écouter pour essayer de décrypter au mieux leur projet et surtout l'état d'avancement de leur projet. C'est-à-dire des gens qui viennent nous voir en nous disant voilà, j'étais technicien ici ou ingénieur là ou instit ailleurs ou infirmier, infirmière et je veux m'installer. Bon, d'accord, mais encore. Donc on essaye de vérifier d'abord où ils en sont dans leur projet. Si on voit qu'ils ont soit du foncier déjà à disposition, soit qu'ils ont une connaissance assez précise de là où ils veulent s'installer, des productions qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc on va leur proposer d'intégrer ce qu'on appelle la formation paysan créatif. Alors la formation paysan créatif, ça dure 12 mois. Pendant ces 12 mois, les porteurs de projets continuent d'apprendre leur métier et de parfaire leurs connaissances techniques chez ce qu'on appelle des paysans référents qui ont la même production que celle qu'ils envisagent. Il y a aussi la possibilité d'avoir un paysan référent qu'on appelle géographique, dont le travail est plutôt de contribuer à intégrer ces personnes-là dans un milieu particulier, une commune, une comcom, des groupes de travail. Moi, je crois qu'un paysan, c'est un agriculteur, mais qui a pour vocation de prendre soin du pays. Quelque part, pour moi, un agriculteur, c'est une activité professionnelle, c'est un statut social, c'est une entreprise. Un paysan, c'est quelqu'un qui prend soin de son pays, qui prend soin du socle foncier sur lequel il travaille, qui essaye de promouvoir la bonne santé de ce milieu écologique, on va dire, de ce milieu foncier pour lui-même et puis pour ceux qui viendront après. Je crois que c'est pour ça. Pour moi, c'est un peu ça. Un paysan, c'est quelqu'un qui prend soin de l'endroit, du petit bout de planète qui lui est confié provisoirement. Et vous retrouvez bien évidemment ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place à la chronique du jour. Une chronique ciné, direction la salle de l'Échiquier à Pouzauges où cinéma, théâtre et exposition cohabitent. Mélanie Mulowski nous présente le fonctionnement de cet établissement géré par l'intercommunalité. Le cinéma fait partie du pôle culturel et il est géré par 3 agents qui le font tourner 7 jours sur 7 en fait. Donc hormis une coupure en estivale et une coupure à l'hiver, pardon. Et c'est sous la gestion de la communauté de communes en tant que telle. Enfin vraiment. La demande, c'est vraiment de garder cette proximité et on voit par exemple les mardis après-midi, on a un tarif spécial et on voit que les établissements de personnes âgées peuvent se déplacer parce qu'ils savent que c'est un créneau qui leur est un peu réservé, même si ça reste ouvert à tout le monde, mais voilà, il y a des temps comme ça où le public se retrouve à apprécier ces moments-là en fait.
on a voulu maintenir aussi un accès à la culture pour tous. Et c'est vrai qu'avec une place à 6,80 € pour un adulte, ça reste quand même quelque chose qui aujourd'hui reste assez rare. Et aussi, donc on sent que le public apprécie cet effort réalisé et même de la part de nos jeunes qui viennent ici parce que les places restent abordables pour leur petit budget. Le centre va avoir ses 20 ans au mois de novembre. Donc à l'époque, on cherchait vraiment à pouvoir centraliser et puis porter ce service au plus près et d'offrir un accès facile et rapide pour le public. Donc le fait d'avoir le cinéma dans le centre culturel donc de l'Échiquier, accompagné de cette salle de théâtre, permet de faire des passerelles, comme on dit, sur des thématiques. Et on peut également la retrouver, cette passerelle, avec le dispositif de la microfolie. Donc ça nous fait une boucle qui peut être intéressante, ne serait-ce que peut-être par les scolaires ou même le public, qui peut retrouver une thématique sur trois diffusions différentes. On a le spectacle vivant ou le cinéma et la microfolie qui reste aussi un dispositif intéressant pour découvrir des univers. La directrice qui est sur le centre gère également, en complément de la programmation donc du théâtre, gère également la programmation du cinéma, donc l'organisation des différentes séances afin de correspondre avec ce que nous demande le distributeur par film et par diffusion en fait. Son regard et son expérience qui permet de savoir comment positionner tel ou tel film dans la journée, si c'est plus de l'enfant, plus son après-midi. Voilà, elle a aussi ce regard et puis après de pouvoir aussi dire, de faire du lien avec le théâtre quand les thèmes se retrouvent en fait. Ouais. Chaque jour, nous essayons de répondre à une question de votre quotidien. C'est le pourquoi de la rédaction. Un pourquoi consacré aujourd'hui aux troubles du neurodéveloppement. Elisabeth Agenot, coordinatrice de parcours à la plateforme de coordination et d'orientation, nous explique ce qui se cache derrière les acronymes DIS et TDAH. Les troubles du neurodéveloppement, c'est lié au développement du cerveau de l'enfant depuis sa petite enfance jusqu'à la fin du développement du cerveau. Et ça touche différents domaines comme les capacités d'être attentif, les capacités de socialisation, les capacités de calcul, les lectures, l'écriture, qu'on appelle les troubles des apprentissages, la capacité à contrôler ses émotions, tout un ensemble de champs du développement du cerveau. La famille des troubles du neurodéveloppement, elle est très large, c'est comme si c'était une grande fleur avec plusieurs pétales. Donc on retrouve tous les pétales des troubles qui touchent les apprentissages qu'on appelait auparavant dyslexie, dyscalculie, justement dysorthographie. On les appelle plus maintenant comme ça, mais souvent dans le langage commun, ça reste encore assez présent. Il y a aussi d'autres pétales qui touchent justement le trouble du déficit attentionnel, donc qu'on appelle souvent TDAH. Tout ce qui touche aussi le développement des coordinations, des troubles moteurs, qu'on appelait avant plus communément dyspraxie. Et puis d'autres pétales, comme le trouble aussi qui va toucher un peu plus la socialisation. Des fois on appelle le trouble du spectre de l'autisme, TSA. Et puis il y a d'autres troubles du neurodéveloppement qui sont un petit peu moins connus également, mais on entend plus souvent parler effectivement des troubles 10 et TDAH. Et vous retrouvez ce pourquoi de la rédaction sur notre site tvvendée.fr. C'est l'heure de votre extrait du jour. Et place à un nouveau numéro de Backstage présenté par David Auvinet. Il accueille en plateau la chanteuse Léonore Klein à l'occasion de la sortie de son nouvel album. J'ai grandi dans un petit village à côté de Nancy. Mon papa est un musicien, guitariste classique. Et il m'a mis au piano toute petite. On est tous passés par là. Le piano, pour lui, c'était l'instrument idéal pour apprendre la musique. Donc j'en ai fait 12-13 ans à peu près. Quand même. Quand même, ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de changer un petit peu. Puis j'étais un peu feignante au niveau du solfège et tout ça, ça l'agaçait un peu. Et je lui ai dit, papa, j'ai envie de faire de la guitare.
Je commençais à avoir des copains, on allait faire des sorties, on faisait des feux de camp, j'avais envie de jouer de la guitare avec les copains, copines. C'est plus facile d'emmener une guitare qu'un piano. Complètement, ouais. Ouais, complètement. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, je t'ai appris la musique, les bases, tu as une bonne oreille. Il m'a donné une vieille guitare qui traînait, un dictionnaire d'accords, puis il m'a dit, débrouille-toi. Et je me suis débrouillée. Autodidacte à la guitare. Ouais. Donc la musique, c'était évident pour toi, avec ton papa, l'influence donnée, le fait qu'il t'inscrive au piano, toute jeune. Ouais. Et puis d'entendre de la musique constamment. Il donnait des cours aussi, pas mal de cours dans la maison, donc j'entendais tout le temps de la musique dans la maison, quoi. Il m'emmenait avec lui dans les bals, dans les écoles de musique, donc j'étais toute petite, j'étais tout le temps baignée avec beaucoup de musique. Il est désormais l'heure de passer au Café Cuisine. Et félicitations à notre gagnante de la semaine dernière, Carole de La Roche-sur-Yon, qui remporte un bon cadeau de 50 € offert par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. À gagner cette semaine, justement, 8 places de cinéma offertes par le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et pour les remporter, il faudra répondre à cette question, qui est l'invité d'honneur de la 16e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Un nouvel indice, ce mercredi, la personne que nous recherchons a été nommée pour le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Mon Légionnaire. Et pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur le site tvvendée.fr, rubrique Jeux. Et c'est ainsi que se termine la matinale. À très vite sur TV Vendée.